perdre sans démériter, l'amour pour les étalons est monté d'un cran dans le cœur des Burkinabés. C'est par milliers qu'ils sont allés accueillir le 11 national de retour au Faso après avoir disputé la première finale de la CAN de l'histoire du Burkina. La prouesse est saluée dans tout le pays. Nous vous ferons vivre les ambiances de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, ambiance tout court d'un peuple uni et fier qui dit merci. Et puis, même hors des frontières du Faso, ils se sentent tout aussi burkinabés. Nos compatriotes de la Côte d'Ivoire ont reçu la visite du Premier ministre et de sa délégation, une visite de travail et d'amitié pour consolider les liens de coopération avec la patrie sœur ivoirienne. Et puis, pour une nouvelle, elle est à couper le souffle. Le pape Benoît XVI jette le tablier. C'est une première depuis 600 ans, de quoi alimenter toutes sortes de polémiques autour de la décision du souverain pontife. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce lundi. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout de suite, je vous propose de voir ou de revoir cette mobilisation exceptionnelle. C'est sans commentaire. Voici les joueurs qui sortent dans leur maillot et avec la médaille d'argent. Et c'est le bonheur. On est tout heureux, on est ému en tout cas. Vraiment, Richard, je suis émotionnée de les voir comme ça. Et j'ai à mes côtés Lassina Sawadogo. Celui-là, on dirait qu'il a porté chance aux étalons aussi. Hein? Lassina, dis-nous un mot quand même. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir Richard. Heureux de retrouver le Burkina Faso. On est très heureux, les étalons viennent d'arriver avec toute la délégation. Très très heureux. Mais Lassina, dites-nous comment a été l'ambiance, comment vous avez vécu de près l'ambiance hier soir à Jobour, jusqu'ici aujourd'hui, comment était l'ambiance? Décrivez-nous-la, nous voulons vivre avec vous. Écoutez, déjà on peut se féliciter d'une chose, le Burkina Faso est désormais connu en Afrique du Sud. Ce n'était pas le cas avant la Coupe d'Afrique des Nations. On nous assimilait un peu au Nigeria. Désormais, le drapeau du Burkina Faso, le nom du Burkina Faso est bien connu en Afrique du Sud. Et en capitale sympathie, le Burkina Faso, croyez-moi, a eu beaucoup de sympathie en Afrique du Sud. Et Lassina Sawargo, vous avez eu le bonheur de vivre ça avec eux. Voilà, c'est comme promis, nous allons revenir le plus souvent possible sur ces images. C'est tout simplement des images comme on aimerait en voir très souvent un peuple debout, comme un seul homme, pour marquer sa reconnaissance. Promis, ce sont donc des images que vous allez revoir sur la RTB. Puis donc, c'est le Nigeria qui est remonté sur le toit de l'Afrique de football pour la 3e fois. C'était hier en Afrique du Sud, face aux étalons qui, eux, disputaient, comme vous l'avez vu, leur toute première finale de l'histoire. C'est par le score très étroit de 1-0 que le 11 national nigérien inscrit son 3e sacre. Et oui, à cette galopée, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera pour le Faso. Donc la 29e Coupe d'Afrique des Nations aura donc échappé aux étalons à un but près, mais pas l'estime des Burkinabés comme vous avez pu le voir. Malgré la défaite, les supporters gardent la fierté de la qualification pour cette finale disputée de haute lutte. Sentiment de reconnaissance aux étalons dans les localités où nous avons promené notre micro. Allons tout de suite à Koudougou, c'est l'une des villes les plus proches de la capitale avec Abdoulaye Kabouri. La ville de Koudougou, à l'instar des autres localités du Burkina, vibre au rythme de la finale de la CAN 2013, opposant les Sapeurs Eagles du Nigeria aux étalons du Burkina. L'avant-match laisse entrevoir un sentiment d'espoir chez la majorité des Koudougouais. Ce soir, ça y est sur la poitrine de tous les étalons. Moi, je ne suis pas un fan du football, mais la fibre patriotique, depuis que j'ai vu ce match où on a essayé de nous dribbler, de nous feinter, de nous voler, ça m'a tellement pris que j'étais sûr. À partir de ce moment, j'ai dit à mes amis qui étaient avec moi, cette coupe-là, elle est à nous. Nous allons gagner et je vais direct au pronostic 2-1. J'ai foi à l'équipe des étalons, vu le parcours, vu tout ce qui s'est passé, l'engagement physique, moral, et vu ce que les autorités ont fait pour les joueurs là, je suis persuadé que la coupe va venir. Ce soir, je sais que les Nigériens, ils ont une bonne équipe, donc ça ne sera pas du gâteau pour les étalons, mais de la manière que je vois la rencontre, et tout va se jouer au niveau du milieu de terrain. Mais avec un monsieur comme Florent Rwamba et Charles Kabouré, je me dis qu'ils seront à mesure de faire face aux assauts de Michael Obi. Ce que j'ai à dire, c'est de remercier l'État burkinabé et remercier toute la population burkinabé pour vraiment l'effort qu'ils sont en train de
de soutenir les talents. Par contre, ce soir, le score, moi je donne 1-0 en faveur des talents. Il est 18h30. C'est le début du match. Assis devant le petit écran, François Yamego Malos et quelques amis au secteur 2 se sont retrouvés à domicile pour vivre le match. Jusqu'à la mi-temps, le maître des lieux avait toujours espoir. Rien n'est gâté, rien n'est tard. Physiquement on est bien, tactiquement on est bien. Alors vous allez voir qu'avec les appels, avec Bansé, tout de suite on va égaliser le but. Donc sur ce point, je suis conscient à 100%. D'autres Koudougouais ont choisi des lieux publics où la rencontre est projetée. Ils croyaient dur comme fer au triomphe des étalons à quelques minutes de la fin de la rencontre. Le Nigeria mène toujours 1-0. Ce soir, on a vu une frappe de Wilfried Sanou. On a la certitude que d'ici les 15 minutes restantes, là, on va essayer de faire. Vu que Paul Put a fait un changement qui est favorable au nôtre. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Loin de se décourager, ces valeureux supporters restent fair-play. Il faut encourager les étalons en fait, parce qu'ils ont mérité le jeu. Et il faut toujours les encourager, il ne faut pas perdre espoir, il faut se ressaisir. Le peuple burkinabé doit se soutenir massivement pour les accueillir. Ils ont pu faire le maximum, c'est déjà bon. L'année à suivre, on peut remporter le trophée. Ça, ce n'est pas un problème, c'est déjà bon comme ça. La population n'a qu'à se tenir, toujours à les supporter seulement, car Inch'Allah, un jour ça ira. La CAN 2013 a pris fin. Mais il y aura d'autres CAN où les étalons pourront remporter le trophée continental au grand bonheur des millions de Burkinabés. Voilà, c'est donc plus précisément les espoirs des habitants de Koudougou avant la fin du match des étalons contre les Nigérians. Un espoir et une fierté maintenue même après la victoire des Nigérians. Et puis idem à Bobo Dioulasso pour l'ambiance. Pas de place pour la déception. Bien au contraire, la ville de Sia a témoigné de sa fierté à l'équipe nationale. Même si nous n'avons pas l'or pour cette fois, c'est avec gratitude que les Bobolais acceptent l'argent qui est le nôtre. Contre toute attente donc, des coups de sifflet et autres instruments de triomphe ont déchiré la nuit d'hier. Karim Sissé. À Bobo Dioulasso, la défaite des étalons en finale face aux Super Eagles du Nigeria n'a pas totalement déçu les supporters du 11 national. Selon certains, les poulains de Paul Put ont tout donné, seulement la chance n'était pas au rendez-vous. Pour d'autres, les deux prolongations disputées en quart de finale et en demi-finale ont sûrement pesé dans les jambes. Quand on regardait le match là, on sent que les joueurs sont fatigués. Pitropa n'avait même pas fait de bonne phase parce qu'on sent qu'il est à la fatigue quoi. C'est la chance qu'il n'était pas là aujourd'hui. Et si vous avez remarqué aussi, les deux matchs, les étalons ont joué 120 minutes. Avec la fatigue aussi, et c'était pas aussi facile, évident. On est un peu triste mais on est quand même content. Content parce que on se rend compte qu'ils ont mouillé le maillot. Ici, même si l'après-match n'a pas soulevé d'énormes ferveurs populaires, la ville de Sia n'était pas pour autant meurtrie. Dans tous les cas, les Boboleurs sont fiers du parcours accompli par les étalons et entendent leur réserver un accueil triomphal digne d'un vice-champion d'Afrique. Le Bobo Dioulasso, c'est le creuset du football burkinabé, donc ce qui est sûr, même si nous ne leur demandons pas, eux-mêmes ils vont chercher à venir, ça c'est sûr. Mais s'ils ne le font pas, nous allons demander à ceux qui viennent, surtout pour vraiment faire plaisir à tous ces supporters-là, à toute la ville qui s'est mobilisée comme un seul homme, vraiment pour les soutenir. Je pense que d'ici jeudi, les étalons seront à Bobo Dioulasso. On va changer les champagnes ensemble. On va les accueillir chaleureusement. Ils ont tellement groué, ils ont mouillé le maillot. Cette fois-ci-là, ils ont joué, nous on sentait même qu'ils jouaient avec le cœur. Durant 3 semaines, le 11 national a permis aux Burkinabés de rêver. Chapeau à vous, digne ambassadeur du Faso. Chapeau à vous, vaillant combattant, vous qui n'étiez pas cité parmi les favoris. Bravo à vous, vice-champion d'Afrique, vous qui avez défendu avec toutes les dernières énergies les couleurs de la nation. L'aventure continue.
Voilà donc pour l'ambiance de rêve qu'a suscité la chevauchée des étalons à cette 29e CAN, une rencontre qui aura eu le mérite de réchauffer le sentiment d'unité et de fierté du peuple burkinabé. Merci les étalons. Et puis ce communiqué qui vient de nous être remis à l'instant par le ministère en charge de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale qui informe donc tous les travailleurs du Burkina que la journée de demain est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà donc une nouvelle qui devrait réjouir plus d'un. Et puis, hors de chez nous, la suite donc du journal en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés y vivants qui disent merci à la délégation du Premier ministre en visite de travail et d'amitié. Le temps de quelques échanges formels, les Burkinabés ont pu exposer les difficultés qui sont les leurs en terre ébriée, des difficultés qui, il faut le souligner, interpellent toute la communauté de l'espace UEMOA. Le détail de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Urbain Sommet et Aboubacar Sayon. C'est une communauté burkinabé fortement mobilisée qui s'est entretenue avec le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, venu s'imprégner des préoccupations de ses compatriotes résidant en Côte d'Ivoire. La question du foncier rural avec pour corollaire l'expropriation de certains membres de la communauté, la libre circulation des personnes, notamment les problèmes liés aux raquettes, sont certaines difficultés auxquelles est confrontée la diaspora. Elle a aussi exposé d'autres préoccupations beaucoup plus pressantes. Le premier point, c'était pour eux de disposer d'une véritable maison du Burkina. Et je pense que sur ce plan, nous sommes en train de travailler et le projet est en très bonne voie. Il y a ensuite la question d'avoir une carte d'identité biométrique sécurisée. Également parce que les cartes consulaires qu'ils ont posent beaucoup de problèmes. Et là également, nous pensons qu'au courant de l'année, nous allons pouvoir mettre en circulation cette carte biométrique. Il y a ensuite leur participation aux élections au Burkina Faso. Nous avons assuré que sur l'instruction du président de Faso, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'en 2015, il puisse effectivement, la diaspora burkinabé puisse prendre part effectivement aux élections qui vont venir. Donc nous sommes venus participer à cette rencontre, nous en sommes très heureux, nous avons fait des échanges vraiment très riches qui nous ont apporté beaucoup d'enseignements. Et cela aussi permet aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire de ne pas se sentir orphelins. Et quand nous avons la visite de nos autorités comme ça, en tout cas ce sont des choses qui nous réconfortent. Luc Adolphe Thiaw a demandé à la communauté burkinabé de garder ses valeurs de peuple travailleur, intègre, digne et respectueux. Il l'a aussi exhorté à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de réconciliation. On reste toujours en terre ivoirienne avec la visite de la délégation du Premier ministre. L'homologue ivoirien de Luc Adolphe Thiaw a salué, comme cela se doit, le déplacement, témoignage d'amitié entre nos deux peuples, nos deux pays. Le point est toujours signé de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Urbain Sommet et Aboubacar Sayon. C'est dans un restaurant du 23e étage de l'hôtel Ivoire que le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a offert un dîner à son hôte et homologue burkinabé et à sa délégation. Un moment de convivialité et de fraternité à la hauteur de l'excellence des relations entre les deux voisins. Le Premier ministre ivoirien a salué la forte implication du président burkinabé Blaise Compaoré dans la résolution de la crise ivoirienne. Il a aussi loué l'engagement des chefs d'État ivoiriens et burkinabés de travailler dans une vision commune pour le développement des deux nations. Une volonté matérialisée par des accords de coopération et par cette visite d'amitié et de travail du Premier ministre burkinabé. Votre présence à nos côtés ce soir, avec l'importante et distinguée délégation qui vous accompagne et que je salue, est la preuve de la vision convergence de nos deux chefs d'État qui n'ont cesse de dynamiser les solides relations bilatérales de nos deux pays. Ces relations, il faut bien le dire, sont enracinées dans un passé colonial et politique commun et permettent à nos deux États d'entreprendre avec sérénité et confiance leur marche vers plus de progrès dans les sillons tracés par les pères fondateurs de nos États. Luc Adolphe Thiaw a à son tour salué la qualité de l'accueil qui lui a été réservé.
Il a félicité le gouvernement ivoirien pour la nouvelle dynamique de développement amorcée depuis la fin de la crise. Je souhaite sincèrement au nom de toute ma délégation que tout le processus de réconciliation pour la paix qui est indispensable au développement de la Côte d'Ivoire, que ce processus soit un succès. Et le Burkina Faso sera toujours de votre côté pour que la Côte d'Ivoire continue de se réconcilier avec elle-même, pour que la paix règne dans ce pays qui nous tient tous à cœur. Les deux chefs de gouvernement se sont ensuite échangés des cadeaux pour symboliser l'amitié et la considération mutuelle qui les lient et qui unissent également les deux peuples. C'en est assez des conflits agriculteurs-éleveurs au Burkina et surtout dans la boucle du Mouhoun, réputée grenier du Faso. Là, les levées de boucliers entre ces deux catégories socio-professionnelles sont les plus fréquentes et pour cause, les intérêts sont parfois confrontés. Du moins, c'est l'une des raisons principales qu'avance le département en charge des ressources animales qui, une fois de plus, est sur le terrain en vue de trouver des solutions. Patrick Karim Namouano. Si nous étions en saison pluvieuse, ce berger qui promène ses animaux dans un champ aurait été l'objet de représailles. Il aurait eu certainement la vie sauve en prenant ses jambes à son cou. Le 78e conflit éleveur-agriculteur dans la boucle de Mouhoun aurait-il pu aboutir à un homicide ou à une bataille rangée entre les exploitants des deux mamelles de l'économie nationale? L'heure n'est pas aux supputations, mais plutôt à la recherche de solutions. Ces agriculteurs et ces éleveurs s'y attellent sous l'auspice du ministère des Ressources animales, assistés des coutumiers et des élus locaux. Raréfication des zones de pâturage ou dérives ethnicistes, chacun y va de son diagnostic. Les terres manquent. Or, les agriculteurs, ce sont les mêmes éleveurs. Donc il y a autant de bovins que l'agriculture, si bien que l'espace manque et il y a des problèmes. La recherche d'une solution commune s'impose, mais pas question de surfer sur la vague ethniciste. Certaines communautés se sentant particulièrement visées, mais nous avons tenu à dire que ce qui fait les conflits, c'est l'intérêt entre des acteurs. Il y a conflit simplement lié à la nature de l'activité d'élevage. Un éleveur n'est pas agressé parce qu'il est peul ou parce qu'il est mossi. La loi régissant l'exploitation des ressources naturelles, le pastoralisme, le foncier rural et les mécanismes de conciliation expliqués, l'engagement de tous est noble. Zéro conflit éleveur-agriculteur dans la boucle de Mouhoun. À Dédougou, on espère aussi l'implication d'autres départements ministériels pour prévenir tout conflit devant mettre en péril la cohésion sociale. Chaque ministère va apporter sa contribution. Les droits humains nous accompagnent pour rappeler quels sont nos droits, nos devoirs. L'éducation nationale nous accompagne pour que l'on comprenne que le soubassement reste notre civisme, notre amour pour notre pays qui doit se traduire en termes concrets par notre amour pour notre prochain, afin que nous puissions vivre ensemble. Loin des rencontres formelles, l'information et la sensibilisation devront aussi parvenir aux éleveurs dans les pâturages et aux agriculteurs dans les champs pour que l'ambition zéro conflit soit une réalité dans la boucle du Mouhoun. Vous l'aurez compris, le plus souvent, c'est juste le dialogue qui fait défaut, des discussions franches basées sur une bonne connaissance de la réalité. Pour le nouveau ministre en charge de l'environnement, cette quête aura nécessité une sortie sur le terrain. Après un tour dans les cascades et les hauts bassins, c'est un premier responsable mieux au fait de l'état des lieux qui se dit prêt à affronter la réalité. Oudjia Rukia Sanou. Nouvellement nommé à la tête du département de l'environnement et du développement durable, le ministre Salif Ouedraogo prend ainsi contact avec ses agents des services déconcentrés de la région des Hauts-Bassins. Une prise de contact qui lui a permis de partager sa vision de la gouvernance de ce département fondée sur la concertation. Je pense que dans la vie, dans la gestion des hommes et des ressources, il faut privilégier ce qu'on appelle la concertation. Parce qu'à travers la concertation, c'est l'implication de tous. C'est la valorisation des ressources humaines et financières dans le cadre de l'optimisation pour plus d'efficience. Concertation, dialogue, pour que chacun puisse se sentir utile et chacun puisse participer. Que chacun puisse se sentir responsable dans l'œuvre commune que nous entreprenons. Les échanges ont permis au nouveau ministre de toucher du doigt les réalités du terrain. Ils sont dévoués, ces agents à la base. Ils prennent des risques pour préserver les ressources naturelles, pour préserver les forêts.
avec un minimum de moyens. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de motos adaptées, ils n'ont pas de primes de motivation. Ce n'est pas normal. Ils vivent des réalités, ils n'ont même pas de locaux, ils n'ont pas d'équipement. Donc nous devons donc prendre conscience de tout cela pour voir quel type de plaidoyer nous pouvons faire au niveau supérieur pour que petit à petit, progressivement, en fonction des moyens de l'État, on puisse voir à la hausse des moyens qu'on met à la disposition du département ministériel. Peu avant Bobo Dioulasso, Salif Ouedraogo s'est prêté au même exercice à Banfoura dans les Cascades. Il a exhorté tous ses agents à ne pas se laisser aller à la facilité de la fraude et du trafic, mais à rester dignes et intègres malgré toutes les difficultés. Il nous a écoutés. Déjà, c'est quelque chose qui est très important. Le fait de nous écouter, de nous permettre à chacun individuellement de nous exprimer, déjà ça, c'est un point de satisfaction que nous trouvons très positif. Nous espérons, parce qu'avec les instructions fermes qu'il a données, nous pensons, on est confiant qu'il y aura des suites. Le ministre a clos cette matinée de travail par la visite du centre polyvalent de l'Union Yanta qui œuvre pour la sauvegarde de la nature dans les hauts bassins. Regard à présent sur la communauté des États d'Afrique de l'Ouest face à la grande question de l'adaptation au changement climatique. Réunis à Ouagadougou, des participants cherchent les matériaux pour la construction d'un partenariat fort. La question est posée à des experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et de l'espace francophone ouest africain. Le point est cette fois de Maïmouna Traoré. Cette rencontre pose les bases d'un partenariat sous-régional sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Avec ses experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature et les techniciens en environnement des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, il s'agira d'identifier les axes potentiels de ce partenariat et surtout de dégager les fondements d'un programme conjoint sur les changements climatiques. Dans tous les pays, on a entrepris des politiques, on a des programmes de recherche, on a des programmes de formation, on a des... c'est utile de se concerter pour savoir où est-ce qu'il y a des manques. Vous savez, quand on court, on ne regarde pas toujours les gens qui sont en train de courir avec nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on souhaiterait bien avoir des mécanismes d'échange à long terme. La réflexion se mène autour du thème « Construire un partenariat fort pour développer ensemble les solutions d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest », un thème qui intéresse le Burkina Faso à plus d'un titre. L'impact économique est tel que si nous faisons garde, nous risquons de laisser un monde qui n'est pas vivable pour les générations futures. Il y a la déforestation, il y a le réchauffement, il y a les inondations. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouagadougou en 2009 ? C'est des impacts économiques. Il y a des destructions de biens. C'est très important. Sur le plan écologique, vous voyez l'avancée du désert. Le programme conjoint qui sortira de ces réflexions sera porté techniquement par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et le Centre africain de l'application météorologique pour le développement avec l'appui politique et financier de l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est une association aux résolutions révisées qui devrait faire face aux demandes du lectorat en langue nationale. La rencontre d'échange de l'association des éditeurs et publicateurs des journaux en langue nationale s'est achevée ce week-end à Ouagadougou. 48 heures de travaux auront suffi pour faire le point de la situation actuelle et envisager de nouvelles résolutions. Nathalie Nabaloum Savadougou. Les membres de l'association des éditeurs et publicateurs des journaux en langue nationale ont pendant 48 heures mené la réflexion autour des textes fondamentaux de la structure. Cette relecture permettra d'améliorer le fonctionnement de l'association pour une meilleure prise en compte des exigences du moment. Le bilan est assez positif. Au nombre des acquis de l'AEPGLN pendant 20 ans, après 20 années, je pense que le bilan est assez positif en termes de visibilité, en termes de présence sur la scène médiatique, en termes d'acquis. Par exemple, aujourd'hui, les langues nationales sont prises en compte au niveau des prix Galéa. Il a fallu quand même un petit travail avec les autres pour attirer l'attention des autorités de prendre en compte ce volet de la presse en langue nationale. Nous sommes aussi bénéficiaires de la subvention de l'État à la presse privée. C'est très important. L'État, le contribuable burkinabé, donne de l'argent pour que ces journaux puissent se développer. Et l'État a pris la décision, effectivement, d'aller dans ce sens. La rencontre qui se veut explicite
part sur de nouvelles bases pour mieux promouvoir les journaux en langue nationale. D'où l'interpellation des jeunes journalistes qui sortent des écoles de formation. Nous invitons par exemple les jeunes qui sortent des écoles de formation de journalisme à s'intéresser à ce pan de la presse burkinabé qui est d'informer le large public des langues nationales. Les membres de l'association ont par la suite élu le nouveau bureau composé de 7 membres et qui sera dirigé par le président Tesser Kinda du journal Sojala. Et puis, les habitants du village de Gourou, dans le Sangué, ont commémoré ce week-end les 50 ans de l'école primaire de leur village. Moment de souvenir, de retrouvailles et aussi de joie. Cet anniversaire aura tenu toutes ses promesses. La commémoration a permis à l'association des anciens élèves de l'école primaire de Gourou de remercier leurs enseignants pour les efforts consentis pour les former. Frédéric Etienne Bassenga. Jubilé d'or de l'école primaire de Gourou, village de la commune rurale de Godi, dans le Sangui. Anciens, jeunes et enfants de Gourou se sont retrouvés pour commémorer ce cinquantenaire de cette école qui a tant donné au village. 50 ans, ça vaut le coup de célébrer cela pour se donner l'occasion, premièrement, de faire une sorte de rétrospective et ensuite envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. 50 ans, c'est bon encore de les célébrer parce que c'est l'occasion de retrouvailles. C'est aussi l'occasion d'imprimer chez les jeunes générations l'amour de l'école. De 50 élèves en 1962, l'école primaire de Gourou en compte aujourd'hui plus de 2000. Une école qui, au fil du temps, a connu une mutation certaine. Je ne me retrouve pas sur même l'aspect même de l'école. Je ne me retrouve pas. Donc il y a une évolution. Et à mon temps, quand j'étais là, il y avait 3 classes. Maintenant, je crois qu'il y a 6. Donc il y a une nette amélioration, une nette évolution. Mathias Konkobo, élève de la première promotion de l'école primaire de Gourou, se rappelle encore de son CM2 en 1968. Il se souvient de la dictée qu'on leur avait administrée cette année-là. Après notre repas, alors un de mes frères disait que mais si on arrivait et que la dictée par exemple c'est sur la disette, qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'il a prononcé la disette, tout le monde s'est mis à réciter la dictée comme ça. Dès que nous sommes entrés en classe d'examen, dictée c'était la disette. Si c'était aujourd'hui, on allait dire que nous avions copié. Mais avant que l'examinateur ne finisse de dicter, certains avaient déjà fini de traiter la dictée. Voilà. En tout cas, bon, on assimilait toutes les dictées, mais les problèmes les plus coriaces, on assimilait tout et on était bien. Cette commémoration a été mise à profit par l'association des anciens élèves de l'école primaire de Gourou pour remercier les enseignants. Chaque enseignant présent a reçu une attestation de reconnaissance. Les élèves actuels n'ont pas été oubliés, ils ont reçu des manuels scolaires, mais surtout des encouragements pour qu'ils puissent faire mieux que les devanciers. Et puis, dans les Hauts-Bassins, le Rotary Club Bobo Dioulasso Soleil, le dernier né des clubs services de la ville de Sia, a reçu ce week-end aussi des mains du gouverneur du district du Rotary International la charte de l'institution avec pour mission de servir les plus démunis de la collectivité. Le Rotary Club Bobo Dioulasso Soleil est le 3e club service de la ville. La charte vient matérialiser l'adhésion du club aux idéaux de l'organisation. Le reportage est signé à Hadi Sandamba. Reconnu officiellement par le Rotary International le 19 juin 2012, c'est finalement ce 9 février 2013 que le Rotary Club Bobo Dioulasso Soleil reçoit la charte de l'organisation. Et cette charte représente l'acte de naissance de ce nouveau club service. La remise de charte au Rotary Club de Bobo Soleil scelle son adhésion officielle au Rotary International. Les attentes du Rotary International, c'est que le Rotary Club de Bobo Dioulasso se soumette au statut et au règlement intérieur du Rotary International. On doit servir les autres, mais non pas se servir. C'est ça la vocation du Rotary. Cette vocation, le Rotary Club Bobo Dioulasso Soleil y adhère au regard des activités menées depuis sa reconnaissance officielle. C'est surtout ce qu'on va pouvoir faire pour vous, pour les autres de la commune. Cette année, on a mené beaucoup
on a fêté, aider les enfants déplacés qui n'ont pas cherché à être chez nous ici. Et encore, on vient de construire une latrine publique pour la population de Bobo-Dioulasso. À cette soirée de remise de la charte du Rotary International, les clubs du Burkina Faso ont signé des conventions avec d'autres venus du Mali et du Togo. Il a également été l'occasion pour le Rotary International de collecter des fonds pour soutenir la lutte contre la poliomyélite dans le monde. Le club service Innerwheel, lui, souffle 20 bougies, 2 décennies voulues pour la cause des personnes démunies. Le club a marqué l'événement ce week-end par une soirée dédiée aux enfants atteints de cancer. Le fil de la rencontre avec Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga. Cela fait 20 ans que le club service Innerwheel Ouagadougou œuvre en faveur des personnes vulnérables. Cet anniversaire célébré a été l'occasion pour les membres de communier autour du thème « Donnons aux enfants une vie meilleure ». Une collecte de fonds a permis de récolter plus d'1 million de francs CFA pour venir en aide à 20 enfants atteints de cancer hospitalisés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Nous avons déjà contacté l'hôpital Yalgado, les médecins qui s'occupent des enfants atteints de ce mal-là. Et c'est eux qui connaissent les produits essentiels, les produits dont on a besoin. Voilà, donc dès la semaine prochaine, nous allons organiser une visite à l'hôpital. Nous allons rendre visite à ces enfants-là. On va contacter le chef de service de la pédiatrie pour pouvoir faire ce don-là. Plusieurs actions sont à l'actif du club Innerwheel au profit des veuves et orphelins ainsi que des femmes atteintes de fistules obstétricales. Au vu de toutes les actions qu'elle mène au profit des plus défavorisés, je crois qu'il n'y a rien de meilleur en fait que dans son parcours d'avoir un regard pour les autres, mais surtout pour ceux qui sont dans le besoin. Et comme je disais tantôt, on n'a pas besoin d'être riche en fait pour aider les autres. Et puis, on n'a pas besoin de grand chose des fois. Il suffit de regarder à côté de soi. Parfois, c'est des petits besoins. Et bon, quand on s'engage, on peut, par ce biais-là, atténuer un peu les souffrances et puis bon, avoir une société meilleure. Composé au départ d'épouses de Rotariens, ce club service est aujourd'hui ouvert à d'autres femmes et ce 20e anniversaire a consacré l'entrée d'un nouveau membre intronisé au cours de la soirée. Et puis Maouloud en différé pour les habitants de Porzin-Bango dans le Soum. Dans cette localité, c'est vendredi dernier que la naissance du prophète Mahomet a été célébrée. Une célébration dominée par des prêches pour la paix et la cohésion sociale au Faso, Tanga Kafando. Après la prière de 18h, il était difficile de se frayer un chemin à la place de la mosquée de Porzin-Bango. Le podium dressé accueille les fidèles musulmans pour célébrer Mouloud. Nous sommes ici dans la commune de Kelbo, dans la province du Soum. Les musulmans glorifient et exaltent la mémoire du prophète. À 22h, les prêches s'intensifient. Le grand imam de Porzin-Bango, le cheikh Abdoulaye Kirakoya, sort de sa résidence. Sitôt installé, le guide spirituel décline les grandes lignes de la célébration du Mouloud dans son village. Il construit son discours sur les thèmes de l'éducation des enfants et la paix. Il faut bien éduquer les enfants. La paix doit être cultivée et consolidée au sein de la cellule familiale, de la société, des villes et campagnes. Et nous souhaitons que les gens s'écoutent, se parlent, se pardonnent. C'est ainsi qu'on pourra consolider la paix dans nos sociétés et dans le monde. À ses côtés, Cheikh Aboubakar Maïgadou de Ramatoulaye, Cheikh Mahamoud Bandé et autres personnalités religieuses et coutumières. La célébration de la naissance du prophète Mahomet a connu ici la présence des délégations venues de plusieurs horizons. Ensemble, ils ont prié pour l'amour, la culture du dialogue interreligieux et l'acceptation mutuelle entre les hommes. J'ai eu un empêchement l'année dernière. Je suis donc venu cette année encourager le cheikh Abdoulaye Kirakoya pour ses œuvres qui visent à consolider l'unité et la cohésion sociale. Nous appelons les musulmans à s'unir afin de promouvoir la paix. Le déplacement que ces hommes et femmes ont fait, je pense que c'est pour prier et louer Dieu.
Cette mobilisation autour de la parole de Dieu honore notre village et c'est une fierté pour nous, les ressortissants du village. C'est aussi une grande joie d'accueillir chez nous un grand nombre de fidèles pour ensemble prier pour l'amour, la paix et la cohésion sociale. Je souhaite que Dieu bénisse davantage le Burkina Faso. Le défi pour tous ici, c'est de réussir l'organisation du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays confié à la région du Sahel. Les autorités provinciales et régionales sont venues soutenir les différents cheikhs dans leur prêche pour la promotion de la paix au Burkina Faso et ailleurs, mais aussi demander les bénédictions. L'atmosphère était donc bon enfant et pieuse à Port-Zembango. La célébration du Mouloud a été une occasion pour le cheikh Abdoulaye Kirakoya de demander aux fidèles musulmans de demeurer dans la prière pour la tolérance et la paix au Burkina Faso. Actualité hors de chez nous, au Mali, sur le terrain des combats, ces derniers jours ont été particulièrement violents et tendus à Gao. Finalement, ce lundi, le principal marché de la ville a été évacué par crainte d'attentats. Des mesures de sécurité quelques heures après le bombardement du commissariat central de la ville par les forces françaises. Affaire à suivre donc d'ici la fin de ce mois et puis retour chez nous avec ce communiqué. Et oui, ce n'est pas une blague. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale informe tous les travailleurs du Burkina que la journée de demain est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc suite à la qualification des étalons de notre 11 national pour la Coupe d'Afrique des Nations. La finale donc disputée contre le Nigeria. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe du 20h vous retrouve demain. Bonsoir et encore une fois de plus, bravo les étalons.